viens de recevoir un coup de fil de l'Harmattan. Donc je vais me rendre là-bas pour récupérer un livre que j'avais commandé sur le site internet Rakuten. J'y vais. Je suis arrivée à l'Harmattan pour récupérer le livre. Alors, je vous reprends dès que j'ai fini. À plus tard. J'espère que vous avez un aperçu de tout ce à quoi je dois résister pour ne pas... Voilà. L'étendue de la tentation. You know. C'est ici que j'avais trouvé la fameuse pièce de théâtre de Ngugi wa Thiong'o dont je vous ai parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo. Et là, vous voyez qu'il y a 3 livres de Heinemann pour les African Writers Series. Ici, je pense que je les ai pratiquement tous, The Gardener de Bessie Head. The Enemy Within, je l'ai aussi. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas. Mais je crois que je l'avais vu la dernière fois qu'il était à 17 €. C'est la raison pour laquelle j'avais hésité à le prendre. Donc voilà. Alors j'ai décidé, parce qu'il fait beau, de me poser dehors un petit instant pour partager avec vous ma lecture du moment. On est dehors, donc je ne peux pas me permettre de sortir sans masque, et Zamboka Pernangate. Donc voilà, c'est comme ça. En ce moment, je suis en train de lire Si je suis encore en vie, journal de détention de Ken Saro-Wiwa. Ken Saro-Wiwa qui était un écrivain, auteur, poète, on va dire romancier, essayiste et martyr nigérien. Donc dans ce journal, il raconte en fait son combat pour son peuple, qui est le peuple Ogoni, un peuple du delta du Nigeria, un peuple minoritaire dans un pays énorme, mais un peuple surtout très riche, mais négligé, assujetti, asservi, enfin réduit à l'esclavage pratiquement dans l'état fédéral du Nigeria. Les Ogoni ont le malheur en fait d'occuper un territoire pétrolifère et la richesse de leur territoire ne les avantage pas, en fait, ne leur a servi à rien. C'est un territoire où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infrastructures, il n'y a pas d'écoles, pas d'hôpitaux. Et eux, ils dépendent en fait pour vivre à la base de l'agriculture, de la pêche, etc. Sauf qu'à partir de 1956, les Britanniques, parce que c'est encore une colonie britannique, donc les Britanniques vont décider d'extraire le pétrole sans jamais demander l'autorisation aux chefs. De toute façon, c'était eux les chefs, c'était les dieux à l'époque, aux habitants du territoire, etc. Et surtout sans mesurer les conséquences écologiques sur ce qu'ils étaient en train de faire. Donc de 1956, on va dire à 1990, ils ont brûlé des gaz sur ce territoire-là 24 heures sur 24, donc imaginez la pollution. Dans ce livre, parce que je n'ai pas envie de dire dans cet essai, parce que ce n'est pas un essai, c'est un journal, mais ce n'est pas tout à fait uniquement un journal. C'est aussi, il vous montre la naissance du parti qu'il a créé, le MOSOP, pour défendre les Ogoni. Il y parle aussi des rencontres qu'il a faites en fait, dans ses innombrables voyages entre l'Angleterre, les Pays-Bas, etc. Et de l'hypocrisie qui règne aussi bien au sein même de la culture de la société nigérienne que de la communauté internationale. Parce que lorsqu'il va rencontrer par exemple Greenpeace pour la première fois, on va très clairement lui dire, Greenpeace va très clairement lui dire, nous on ne s'occupe pas de ce qui se passe en Afrique, le problème écologique pour nous, il n'existe que pour les territoires où vivent les humains, à savoir l'Europe ou l'Amérique. Donc le problème africain, ce n'est pas notre problème à nous. Et ils ne pouvaient surtout pas accuser ou acculer Shell ou Chevron, parce que ce sont quand même... Chevron, c'est américain. Shell, c'était
la richesse, on va dire, britannique, la souveraineté britannique, et les Britanniques dépendent de cette manne, en fait, de cet or noir. Ils vont polluer ailleurs, et en plus, ailleurs, quand ils y vont, ils ne traitent pas, ils ne dépensent pas autant, ils ne font pas attention à tout. Quand il y a des problèmes écologiques, ils ne les soignent pas comme ils font en Europe. D'ailleurs, ils mesurent, à chaque fois avant de se lancer dans une entreprise en Europe, ils mesurent la catastrophe ou les choses qui peuvent arriver. Quand c'est en Afrique, ils font comme ils veulent parce qu'ils savent que de toute façon, ils n'ont qu'à payer 2 petites cacahuètes aux dirigeants des territoires qui eux-mêmes dépendent on va dire, de leur générosité pour continuer à mener leur vie de roi, voilà. Okay. Donc quand il va voir Greenpeace dit nous on ne va pas aller travailler sur un territoire où déjà les fonds pour que nous puissions exister, pour que notre mascarade écologique existe, ce sont ces gens-là qui nous financent, ce sont ces gens-là qui nous créent. En fait, ils savent qu'ils vont polluer, mais ils ont quand même besoin de faire semblant, d'avoir des gens à côté d'eux qui vont aller crier au scandale pour ceci, au scandale pour cela. Ils ne peuvent pas tout dénoncer. Donc quand ça a lieu en Afrique, ils ferment leur bouche. Il y a une autre institution, je ne me souviens plus, des droits de l'homme aussi, qui sont allés voir, où ils ont refusé d'aller aider au Nigeria, parce que tout ce qu'ils demandaient, c'était est-ce qu'il y a des morts, est-ce qu'il y a des blessés, est-ce que c'est vraiment scandaleux, etc. Mais oui, les gens meurent tous les jours. Il n'y a plus de vie marine. Les gens vivaient de la pêche, il n'y a plus de vie marine parce que justement l'eau est polluée. Les gens meurent tous les jours de toutes les complications, des maladies causées par ces pollutions que vous avez et que vos multinationales sont en train de causer. Mais comme ça n'arrive pas dans des pays où les habitants sont humains, plus humains que les autres, comme j'ai précisé avant, ça n'arrive pas aux États-Unis, ça n'arrive pas en Europe, donc ça n'a pas d'importance. Ça n'arrive qu'à ces gens qu'ils considèrent comme sous-hommes. Et il y aura même des passages là-dedans qui ne sont pas écrits par les Africains eux-mêmes, mais par Robert. Il y a beaucoup de citations comme ça, des passages. Et quand il parle, c'est bien argumenté, c'est-à-dire que c'est documenté. Je ne peux même pas dire argumenté, c'est documenté. Il parle de Robert L. Bronner, qui a écrit un livre qui s'appelle The Future as History, The Historic Current of Our Time and the Direction in which they are taking America. Il a écrit en 1960. Il dit... Le colonialisme, même dans ses moments les plus missionnaires, n'a jamais réussi à voir les indigènes comme des égaux. Il a toujours simplement considéré comme acquise leur irrémédiable infériorité. Voilà, c'était ça. C'est le colonialisme économique. Enfin, je vous parle de ce livre, je vous montre où j'en suis. En sachant que, et puis mes notes, vous voyez la petite... je vous dis toujours que je n'écris pas dans mes livres. Donc il y a des notes partout, collées, des stickers, etc. Mais... ce livre, en fait, vous n'allez pas le lire pour sa prose, clairement. Si vous venez en cherchant une prose, ceci, cela, c'est pas le livre que je vous recommande. Mais vous venez parce que vous voulez des faits. Et c'est quelqu'un qui, comme il le précise aussi dans le livre, il fait vérifier tous les faits qu'il relate parce qu'il ne veut pas être diffamatoire. Il ne veut pas transformer quoi que ce soit. Donc c'est brut de pomme. Et c'est la vérité. Enfin, c'est sa vérité parce qu'il peut toujours avoir 10 000 vérités s'il y a 20 pères Dieu, mais il y a des preuves. Il y a des journaux, des coupures de journaux ou des extraits de livres, etc. C'est extrêmement bien documenté. Au final, je me dis que la mort de Saro Wiwa n'est pas seulement du seul fait de la République nigériane. La communauté internationale a fait semblant de lui venir en aide, mais en fait tout le monde lui a tourné le dos. Shell, particulièrement, parce qu'ils ont l'argent et qu'on sait l'argent corrompt. Et ce que j'aime bien aussi, c'est comment il explique l'impérialisme ou le néocolonialisme et tout ça. Le capitalisme imposé en fait dans le but justement d'asservir et d'assujettir l'Africain ou le colonisé. Parce qu'avant que le colon n'arrive et n'impose les choses, l'Africain savait s'organiser. S'il était agriculteur, il vivait de son agriculture, il connaissait les saisons, il connaissait son territoire, il connaissait les animaux, le moment de la reproduction, comment se nourrir, etc. À partir du moment où on a commencé à lui dire « Non, mais c'est pas comme ça, tu dois planter des cacahuètes, tu dois planter du café parce que ça va être coté en bourse, parce que ça va te rapporter ceci, cela », il a laissé son mode de vie pour courir après l'argent que lui promettaient les autres.
les autres qui n'avaient rien à faire en fait de lui, qui n'ont jamais rien eu à faire de lui et qui continuent de toute façon à s'en battre les reins. Parce que si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos qui vous montrent vraiment la vie en Ogoni, dans le delta du Niger, où la pollution, jusqu'à aujourd'hui, je ne vous parle pas de... Lui, on l'a pendu en 1995, je crois, en mai 94, et après un simulacre de procès condamné à la pendaison. Donc 94, pendaison, pratiquement 30 ans plus tard, la situation est toujours là, quoi. Et c'est un livre que normalement j'aurais lu, j'avais prévu de le lire en 1 semaine et demie, parce que c'est un gros livre quand même, 328 et quelques pages, et que c'est surtout pas de la fiction, et vous savez comment je suis lente quand ce n'est pas de la fiction, mais là je l'ai dégommé en sachant que je ne lis pas chez moi, en général je lis dans les transports en commun uniquement, je l'ai dégommé en 3 à 4 jours. Et je sais que je vais aller me poser là pour le finir, parce que maintenant je suis impatiente de savoir ce qui va se passer, en sachant que je connais déjà la fin, enfin, pas cette fin-ci, parce qu'il va l'écrire il va rédiger ce journal un petit peu comme un testament, comme s'il savait, et il le dit là-dedans. Même si je dois être pendu, je le serai, mais j'assume et je ne vais pas changer, je ne vais pas trahir mes convictions, etc. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Et je veux juste savoir comment ça va s'arranger. On y voit les trahisons aussi parmi même les peuples Ogoni, les soi-disant frères. Ce sont eux qui, une fois pervertis ou conquis par l'argent, vont lui faire les crasses les plus terribles, quoi. Et je trouve ça dommage, mais c'est la vie, c'est le monde. Choisissez vous-même, je dis toujours aux gens, choisissez bien vos familles. En fait, ne vous fiez pas seulement à la famille de sang. Le sang n'est rien. Caïn et Abel, les gens, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible. Caïn et Abel, le sang n'est rien, parfois. Choisissez des gens qui vous prouvent que et Anaboutou et Anamo, ils seront toujours à vos côtés, quoi qu'il arrive, ils vous soutiendront. Mais les gens qui commencent déjà par vous trahir, qui vous montrent des petits signes de... Quel que soit tout l'intellect qu'il peut y avoir, quels que soient les gens autour qui vous disent « Non, mais pardonne ça, parce que tu sais, ça arrive des fois. Ça arrive dans certaines familles qu'il se passe des choses comme ça, donc pardonnez. » Dites seulement à ces personnes-là de s'imaginer que tout ça arrive à leurs propres enfants. Vous allez voir déjà comment leurs têtes vont changer, comment leur façon de penser va changer. Bref, ce livre, je le recommande. Pour l'instant, je ne l'ai même pas encore fini, mais je le recommande à 100% à qui veut le lire. Ça avait été une recommandation de Books and Rhymes, Sarah. Oh mon Dieu, mon masque n'arrête pas de descendre. Et comme je suis juste en face d'un truc de police en plus, je ne vais pas payer des amendes bêtement. Donc, je dois arranger mon masque comme il se doit. Voilà, donc je vous disais, et en plus je fais trop de foreclose là, vous voyez ma grosse tête. Sarah de Books and Rhymes avait recommandé ce livre pendant le mouvement ENSA Movement sur les réseaux sociaux, avec beaucoup d'autres qui me restent encore à lire. Et je m'étais rendu compte qu'en fait je l'avais en français, je l'avais commandé en anglais, donc j'ai une copie en anglais chez moi, mais je m'étais rendu compte que je l'avais en français et je ne regrette pas de l'avoir lu en français parce que ça a été beaucoup plus fluide. Je n'ai pas cherché à me torturer avec certains termes qui sans doute auraient été beaucoup plus compliqués pour moi si j'avais eu à les traiter ou à gérer en anglais, quoi. Bref, je vous le recommande. Si vous êtes curieux, si vous voulez connaître un peu plus d'informations sur la situation du Nigeria, la situation politique au Nigeria. Pas seulement il y a 30 ans, il y a 40 ans ou depuis les indépendances, mais même jusqu'à aujourd'hui. Et vous comprenez, d'ailleurs, c'est parce qu'il part dans le passé que vous comprenez mieux ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays-là. Donc voilà à quoi il ressemble. Si je suis encore en vie, Ken Saro-Wiwa, journal de détention. Ne vous en privez pas. Moi, franchement, moi qui ai du mal avec les essais, les non-fictions et tout ça, j'étais captivée par. Et je réitère le fait que la prose n'est pas parfaite. La prose n'est pas idéale, mais souvenez-vous qu'il est en train d'écrire, qu'il est en prison, qu'il n'a pas toutes les conditions qu'il faut, qu'on ne lui a pas donné stylo et papier, qu'il doit se débrouiller avec ses amis, etc., etc., pour pouvoir y parvenir. Donc, faites aussi, prenez en compte ce petit détail. Voilà. Donc là, je vais repartir, enlever ce masque parce que ça me saoule. Je vais rentrer à la maison et je vais vous montrer les livres que j'ai pris aujourd'hui, justement, en allant chez l'Harmattan. Les livres que j'avais commandés et dont je vous ai parlé au début. Allez, des bisous. Le livre pour lequel je me suis déplacée, en fait, est là-dedans. Parce
que je vous ai dit qu'on m'a appelé pour aller le récupérer. Il s'agit d'une copie seconde main de Beto na Beto, le poids de la tribu, de Mambu et Menyali, qui est... c'est un récit en fait, c'est pas un roman, c'est un récit. Donc, je vais sortir ça. J'en ai profité aussi pour prendre une copie seconde main de Waris Dirie, Fleur du désert. J'avais vu le film au cinéma après avoir vu... C'était quoi? Precious. J'avais vu Precious au cinéma et après je suis allée regarder Fleur du désert. J'avais plus été émue par Precious que par Fleur du désert parce que je trouvais que ça n'avait pas été approfondi. Le sujet pour lequel moi j'étais partie, je trouvais que c'était très superflu, très juste, you know, like feuilleté, mais pas traité. Donc, ça m'avait laissé sur ma faim. Mais là, comme je l'ai vu à 1,50 € d'occasion, un petit peu abîmé d'ailleurs, mais c'est pas grave, à 1,50 €, je me suis dit, je vais me remettre dans le livre, peut-être que j'aurai plus d'émotions, et voilà quoi. Et comme c'est un sujet, vous le savez, qui me tient à cœur, en fait, l'excision, la mutilation génitale féminine, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais, enfin, quoique si, je sais un petit peu pourquoi. Voilà, donc, je l'ai vu, 1,50 €, je l'ai pris. J'ai pris celui-ci parce que j'ai pas réussi à voir mon petit... J'ai un petit frère au Congo qui aime beaucoup lire, à qui de temps en temps j'envoie des livres. J'ai tenté de le joindre en vain. Je sais pas, et il aime beaucoup Mabankou. Je ne sais pas s'il avait Mémoire de Porc-Épic. Je l'ai vu, lui, pareil, à 1,50 €. C'est marqué là, 1,50 €. Je me suis dit, au pire, s'il n'en veut pas, enfin, s'il l'a déjà, c'est pas qu'il n'en veut pas, s'il l'a déjà, je l'offrirai à quelqu'un d'autre. Et s'il ne l'a pas, bah, ça tombe bien, ça ira sur la pile des livres que je suis en train de collectionner pour lui. Enfin, de constituer, pas collectionner, constituer pour lui, pour qu'il les ait facilement sous la main, quoi. Parce qu'à Brazza, les prix des livres, c'est pas donné. Voilà, donc j'ai acheté ces deux-là. Et j'étais partie pour récupérer celui-ci. Beto na Beto, le poids de la tribu. Voilà, voilou. Bon, je m'arrête là. Je vais manger. Et je vais m'allonger. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.